je suis Lucie Michaud, fondatrice du site mindsetetmatch.com et marqueuse de points gagnants. Est-ce que vous connaissez Gandhi? Je pense que la réponse est oui. C'est le grand sage, le père de l'indépendance de l'Inde. Un jour, il doit prendre un train. En montant dans le wagon, il perd l'une de ses sandales. Elle glisse malencontreusement entre le marchepied du wagon et le bord du quai. Et impossible de la récupérer. Que fait alors Gandhi? Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il va bien faire après avoir malencontreusement fait glisser sa sandale du marchepied? Eh bien en fait, il enlève sa seconde sandale et la jette de lui-même entre le quai et le marchepied, le plus près possible de la première. Il se tourne ensuite vers les gens qui l'accompagnent en disant « Si quelqu'un trouve cette sandale, elle ne lui servira à rien. Par contre, si cette personne trouve les deux, là, elles lui seront vraiment utiles. » Alors, qu'est-ce que vous inspire cette petite histoire? Moi, j'aime, elle est pleine de... Moi, elle m'inspire et en fait, elle est pleine de sagesse. Et bien ça, en fait, c'est un exemple de storytelling. Car aujourd'hui, le sujet du jour, c'est 10 étapes pour créer votre storytelling business. Donc, le storytelling, c'est quoi? C'est l'art de raconter des histoires. Dans cet article, on voit les 10 étapes pour faire un bon storytelling pour tous vos supports commerciaux et de communication. C'est super important le storytelling. Pourquoi? Parce que ceux qui racontent les histoires dirigent le monde. Selon une étude Edelman, Berland et Adobe réalisée en 2012, plus de 70% des personnes interrogées disent qu'une publicité devrait raconter une histoire unique de par son originalité et son sens, et ne pas se contenter de vouloir seulement vendre. En 2008, selon une étude IPA Datamine, les campagnes publicitaires émotionnelles ont un score d'impact beaucoup plus fort que les campagnes fondées sur les atouts d'un produit. Donc en fait, vaut mieux activer les leviers émotionnels et les bénéfices plutôt que parler toujours des atouts et des caractéristiques d'un produit. Et le défaut de beaucoup, c'est qu'on est toujours sur les caractéristiques. Et non, en fait, les personnes achètent l'effet d'un résultat et pas le produit lui-même. Donc les besoins d'émotion émergent. Et pourquoi? C'est aussi ça, être humain. On marche à l'émotion. Donc un beau storytelling, c'est quoi? Ce sont des faits, des émotions, des convictions et de l'action. Le storytelling vous permet de communiquer efficacement. C'est un storytelling à la Steve Jobs qui comporte 3 phases. Rassurer, séduire et convaincre. Aristote a été le premier à s'intéresser et théoriser le discours oral en 3 points. Avec l'éthos, donc ça c'est le style, pris pour capter l'attention du public. Donc l'éthos, c'est le style. Ensuite, c'est le logos, c'est la logique, l'argumentation et le raisonnement. Partie plus factuelle. Et ensuite, on a le pathos, qui est la sensibilité du public et les émotions. Donc déjà, en fait, à l'époque, Aristote nous avait fait une super théorie sur le discours et les leviers émotionnels. Donc ça, c'est très fort, je trouve. Donc maintenant, on va voir votre storytelling en 10 étapes pour vos supports commerciaux et de communication. Les histoires sont la monnaie d'échange des rapports humains et il en a été toujours ainsi. Un bon storytelling a des effets très positifs. Par contre, raconter une histoire de la mauvaise façon peut être à vos risques et périls. Tout le monde n'a pas la chance d'être un bon conteur, mais c'est comme tout, en fait, ça s'apprend. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc c'est en racontant des histoires qu'on devient un conteur et un très bon orateur. On ne naît pas orateur, il faut le savoir, ça se travaille, comme les hommes politiques, etc., ou les bons dirigeants d'entreprise qui vont prendre des cours de communication verbale, non verbale, paraverbale, et aussi de théâtre pour l'emphase. En fait, l'histoire ne doit pas forcément être réelle quand vous la racontez. Mais il faut la rendre réelle et la faire vivre, parce que cette histoire doit inspirer et elle doit être centrée sur celui qui écoute. Elle va servir à faire passer les bons messages. C'est pas pour vous la raconter en fait, c'est vraiment pour aider l'autre à comprendre votre message et vous aider à faire passer les bons messages. Et ne commencez jamais par « je vais vous raconter une petite histoire », parce que vous enlevez le suspense en fait. Faut la mettre instinctivement l'histoire.
Et c'est aussi important avant de commencer votre storytelling d'avoir un storyline. Storyline, c'est quoi? En fait, c'est d'avoir un but de votre histoire. C'est quelques questions à se poser. C'est quel est le but de mon histoire? Quel est le message à faire passer? Et ça, faut le noter en une phrase en fait. C'est vraiment l'objectif. Et avant de commencer un storytelling, il faut toujours avoir un but. Un storytelling sans but, bah ça sert à rien en fait. Vous allez perdre de l'énergie. Il faut vraiment vous dire, hop, quel est le message? Quel est le message que je dois faire passer? Quel est le but de cette histoire? Et ensuite déterminer quel est l'enjeu et le domaine concerné. Quel est le problème rencontré? Quelle est la solution et les effets de la solution? Et le but ultime de l'histoire. En fait, qu'est-ce que ça doit générer cette histoire? Est-ce que les personnes doivent passer à l'action? Est-ce qu'ils doivent faire quelque chose? Est-ce qu'ils doivent ressentir quelque chose? Et dans ce cas-là, quelle émotion? Ça va vous aider à faire un bon storytelling beaucoup plus facilement. Donc à partir de ce message à faire passer, parce que ça c'est vraiment l'essence même, il y a une trame à respecter. Donc on va commencer avec la phase numéro 1. En numéro 1, c'est le teasing. Vous devez toujours démarrer avec un teasing pour capter l'attention, que ce soit à l'oral comme à l'écrit. Cela peut être une mise en scène, l'introduction d'un objet ou d'une exorde, une question à laquelle vous ne répondez pas, du moins pas tout de suite, une intrigue qui va générer de la curiosité et nous mettre dans le bain. L'interlocuteur en fait doit être curieux et attendre le déroulé. Son cerveau va développer un intérêt pour connaître la suite. Et si je vous dis ça, c'est important puisqu'il y a une courbe d'attention. En fait, le cerveau va être attentif pendant 10 minutes, mais si l'histoire est intéressante. Sinon, en fait, dans la courbe d'attention, on a un pic dès le début, donc dès les 30 premières secondes, et à la fin. Donc, vous devez attirer la curiosité dès le début. Donc, vous ne parlez pas de vous, hop, vous mettez les personnes dans le bain en disant, tiens, en fait, il faut que la personne se dise, j'ai un véritable intérêt à écouter cette histoire. Donc vous allez être comme ça, super centré sur l'autre et pas sur vous. Donc voilà, donc un coup vous avez fait votre teasing, donc qui peut être très court, n'ayez crainte. Vous allez déterminer les héros, parce que votre histoire doit évoquer un ou plusieurs héros. Ça peut être vous, ça peut être votre entreprise, ça peut être votre cible. C'est encore mieux quand la cible, c'est le héros, parce que votre interlocuteur peut s'identifier à ce héros. Et en fait, il veut connaître sa propre histoire. Ce héros doit avoir des similitudes ou des points communs avec celui qui écoute l'histoire. Donc le héros doit ressembler à votre cible. Même si vous parlez de vous, il faut que votre cible se dise, mais ça pourrait être mon histoire, en fait, cette personne, ça pourrait être moi, cette histoire, ça pourrait m'arriver. Ça se trouve, en fait, il parle de lui, mais je me reconnais tout à fait. Donc votre héros doit avoir des similitudes et des points communs. Donc, définissez qui est le héros ou qui sont les héros et quel est leur rôle. Et du coup, il faudra déterminer quelles sont ses peurs, ses désirs et ses besoins. Donc pour ça, vous allez visualiser en fait votre héros. Comment il est physiquement? Qu'est-ce qu'il dit? Quels sont ses mots, ses expressions? Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il pense? Visualisez-le. Donc si c'est vous, ça va être encore plus facile. Mais si c'est votre cible et que vous la connaissez moyennement, posez-vous ces questions. Donc comment il est? Hop, dessinez-le vite fait. Qu'est-ce qu'il dit? Ses mots, ses expressions. Allez dans des forums, allez sur Facebook, sur les réseaux, pour voir comment il parle, s'il a une petite expression, des petits mots, une façon de s'exprimer. Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il pense? C'est ce qu'on appelle en fait une carte d'empathie. Une espèce de carte mentale. Un coup que vous avez déterminé votre héros, et bien là, il nous faut une phase 3 qui va être le défi. Le défi, c'est quoi? C'est le problème ou les problèmes que rencontre en fait votre héros. Parce qu'une bonne histoire ne doit pas être parfaite. On s'en fout de la perfection, c'est trop lisse, c'est chiant, c'est ennuyeux. Donc il faut un défi, il faut quelque chose qui va nous faire réfléchir, nous stimuler. Vous allez détailler et décrire les problèmes et les sentiments que cela génère. Il faut mettre des émotions et des verbes faisant appel aux 5 sens. Ça peut être sentir, voir, visualiser, toucher, imaginer, ressentir, etc. Pour qu'on puisse imaginer le truc. Si vous pouvez donner quelques détails, c'est encore mieux, parce qu'en fait, plus on décrit, plus on peut s'imaginer la scène. Chaque détail doit avoir son importance et doit aider à la projection.
On ne fait pas des détails pour des détails ou pour raconter, pour que l'histoire soit plus longue. Chaque détail a son importance. Si le détail n'est pas important, on l'enlève. Sinon, ça va fausser l'histoire. Donc voilà, donc faut aider la personne à la projection. Donc quels sont ces faits? Encore mieux, c'est de les dater. Parce qu'en fait, ça va vous permettre d'être encore plus factuel et ça va aider à la compréhension et générer des émotions pour impacter. Votre scène doit être située dans le temps et l'espace. Ça, c'était le défi. Ensuite, on a la phase 4, c'est le choix. Énoncez maintenant les alternatives et les moyens existants pour sortir de ce problème, de ce défi. Quels moyens existent? Qu'est-ce que notre héros peut faire actuellement? Autre que la solution que vous allez proposer ensuite. Il s'agit ici de toutes les possibilités du moment. Cela permettra de renforcer votre discours et de traiter les objections de façon naturelle. Comment le héros peut-il actuellement trouver une solution? Y a-t-il une solution, même si elle est imparfaite? Et dans ce cas-là, on va même dire qu'elle est imparfaite. Et quels sont les bouts de solution, les bouts de ficelle possibles? Donc ça, vous allez dire qu'il existe des choses actuellement, mais peut-être que ce ne sont pas les bonnes solutions, mais il en existe. Ensuite, en phase 5, nous avons le chemin. Donc le chemin, c'est quoi? C'est tout simplement le canal ou les canaux par lesquels le héros accède à la solution que vous allez proposer. Quel chemin doit-il suivre? Est-ce qu'il est simple? Est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'il est rapide? Ça, c'est ce qu'on appelle le chemin. Un coup que vous avez ça, on peut passer au niveau 6, la phase 6, qui est l'arme secrète. Ça, c'est notre moment préféré. Pourquoi? Parce que là, on parle de votre produit, de votre offre, de votre service, et on le dévoile enfin. Donc on le dévoile qu'en phase 6 en fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'arme secrète. C'est votre bébé, c'est votre offre. Un coup qu'on a parlé de votre arme secrète, donc parlez toujours en bénéfice avant de parler en caractéristiques. Ça, c'est super important. On va avoir la phase 7, c'est le pouvoir magique. Donc c'est quel est le secret de ce produit ou de votre service et pourquoi il est unique. Donc là, on va parler de votre promesse et de votre USP, le Unique Selling Proposition. Donc ça, c'est votre valeur différenciante, c'est votre promesse. Pourquoi vous êtes différenciant? Pourquoi votre offre est-elle unique? En quoi elle correspond totalement à la situation? Qu'est-ce qui fait que cette solution est l'issue de notre héros? Quel est ce pouvoir? À quoi sert-il? Et quelle est sa valeur ajoutée? Comme je vous l'ai dit, avant de parler en caractéristiques, parlez toujours en bénéfices. Alors les bénéfices, vous pouvez les mettre... moi, je les divise toujours en 3 points. Ça m'aide en fait à faire mes argumentaires de vente. Toujours le bénéfice financier. Quel est le retour sur investissement, les économies, les gains d'argent, etc. D'un point de vue financier, qu'est-ce que le produit va nous apporter? D'un point de vue stratégique, donc là les bénéfices stratégiques, est-ce que ça nous apporte un gain de temps, du confort, de la sécurité, etc. Et ensuite on a les bénéfices personnels. Et là, ça va être, est-ce que ça nous apporte peut-être une meilleure image, de la confiance en nous, du charisme, ça nous permet de faire autorité, etc. En fait, ça vous permet d'avoir un espèce de plusieurs argumentaires et de ne pas être focalisé que sur l'argent ou que sur le temps gagné, d'un petit peu élargir le champ des possibles, parce que le champ des possibles, c'est ce qui fait qu'une personne peut être attirée par des bénéfices financiers et pas par des bénéfices stratégiques. Mais une personne n'est pas forcément attirée que par les bénéfices financiers. Si elle gagne du temps, peut-être que c'est un argument phare pour elle. Donc ça vous permet en fait d'élaborer plusieurs types d'arguments. Donc ça, c'est à ne pas négliger dans une page de vente ou un support commercial, un argumentaire, etc. Parce que je rappelle, chacun des préférences cérébrales et des arguments qui font mouche chez vous ne vont pas faire forcément mouche chez l'autre. Voilà. Ensuite, un coup qu'on a parlé du pouvoir magique, le dénouement, donc c'est la phase 8. Le dénouement, ça s'appelle. Donc le dénouement, c'est quoi? En fait, c'est les solutions apportées par votre produit. Donc là, on va être un peu plus dans le concret, on est toujours sur votre offre, mais on va le dire comment ça se passe. Qu'est-ce que ça va permettre de faire dans le futur?
on va les projeter dans le futur avec de la visualisation. Donc là, c'est la phase imaginez-vous dans 5 ans, ou je sais pas, imaginez, vous êtes en septembre 2025 dans votre belle maison, blablabla, vous êtes enfin heureux, vous avez réussi à blablabla et vos problèmes X ont totalement disparu. Comment vous sentez-vous? Aujourd'hui, vous pouvez blablabla. Vous allez argumenter en fait dans le futur, les projeter factuellement. Et là, ils se sentent bien. On les projette, c'est super important. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le dénouement. Vous pouvez aussi faire témoigner des personnes ayant le même parcours et qui sont passées par le même chemin, ce qui fait de la preuve sociale, et ça permet de faire voir que des personnes qui avaient le même problème, qui étaient à un point A, ont réussi à passer au point Z. Et là, voilà, preuve sociale, et ils peuvent se dire, bah tiens, il y a des personnes qui l'ont fait, et on va suivre le même chemin. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la phase 8, le dénouement. Ensuite, nous avons la phase 9. La phase 9, c'est quoi? C'est la récompense. La proposition de valeur unique. Donc là, c'est vraiment l'offre spéciale, tout le package, les garanties, etc. Et vous allez partir du postulat suivant. Le prix est illusoire, à condition que votre produit ou service ait plus de valeur que le prix. C'est ce qu'on appelle la valeur perçue. Le prix, c'est illusoire, à condition que la valeur qu'on va percevoir est supérieure au prix. C'est sûr que si le prix est supérieur à la valeur perçue, on va dire mais ça en vaut pas la peine. Donc il faut toujours apporter plus de valeur que le prix. Donc la valeur perçue, ça c'est vraiment un argument qui est très très fort en psychologie de vente. Donc donner de la valeur, des garanties, des bonus, voilà, il faut qu'on puisse se dire waouh, tout ça pour ce prix, mais j'y vais les yeux fermés. Et comme ça, le prix n'est pas une objection. Ok? Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Et ensuite, la 10e étape, c'est la morale de l'histoire. Que va-t-il se passer si vous ne passez pas à l'action? C'est ça en fait qu'il faut dire à votre cible. Vous leur dites, mais que va-t-il se passer si vous ne passez pas à l'action? Là, il s'agit de faire des appels à l'action, des boutons, les aider, faciliter le chemin et leur donner une impulsion. C'est pas eux de deviner, c'est pas eux de se dire maintenant je fais quoi, c'est pas eux de deviner qu'ils doivent aller chercher un bouton acheter ou aller sur une autre page. Vous allez mettre des boutons ou les inciter à passer à l'action. Voilà, donc on a parlé de boutons d'appel à l'action, mais ça peut être aussi les scarcity. Donc scarcity, c'est les notions de pénurie, c'est la rareté. Donc vous pouvez le faire via un compte à rebours. Dans 24 heures, l'offre disparaîtra à tout jamais. Ou attention, dans 2 jours, le prix augmentera. Voilà, ça va inciter à passer à l'action. Sinon, la personne va se dire, c'est pas grave, aujourd'hui, c'est pas le jour, on verra ça demain. Puis on verra ça demain, et puis en fait, on verra ça jamais. Donc là, il faut les inciter à passer à l'action avec des comptes à rebours de 24 heures, 48 heures, des promos flash, des prix qui augmentent de jour en jour pour inciter votre héros à faire son histoire et à passer donc à l'action. Donc voilà, c'était les 10 étapes. Donc vous pouvez construire ce storytelling pour une présentation orale, une vidéo de vente, une page de vente, un article avec un appel à l'action, un simple email. Donc là, ce que je vous ai dit, c'est 10 phases. Peut-être que ça vous paraît long. Ça peut être très long si vous développez. Ça peut être très court en fait, ces 10 phases. Mais pensez à cet ordre. Donc voilà. Donc là, nous arrivons à la fin. Pensez juste que ceux qui vous écoutent ont une mémoire sélective, donc facilitez la compréhension. Le storytelling est fait pour ça, il facilite l'écoute et la mémorisation. Donc vous pouvez et devez également faire participer vos interlocuteurs, en leur posant des questions, en leur demandant de partager, de commenter, de liker, etc. Et n'oubliez pas, nous sommes tous des storytellers nés. Les communautés se forment par le partage d'histoires, jamais par des monologues. Donc on arrête avec le moi-je, on est centré sur sa cible, on leur raconte une histoire pour faire passer les messages, pas pour se la raconter. Donc en attendant, démarquez-vous et marquez les esprits. Et je vous dis à très bientôt, partagez, likez et posez-moi toutes vos questions, je vous y répondrai personnellement. Allez, à bientôt, ciao!